Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire recueil d'informations post-accident qui sera animé par Daniela Margitican et Xavier Bedos. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire grâce au pavé de questions qui se trouve à droite de votre écran. N'hésitez pas et nos experts y répondront à la fin. Je laisse tout de suite la parole à Xavier et à Daniela. Bonjour, je suis Daniela Margitican, consultante experte en gestion des risques professionnels, des accidents de travail et maladies professionnelles. Bonjour, Xavier Bedos, manager QVT, plus particulièrement de l'équipe de préventeurs au sein d'Aiming. Nous allons commencer ce webinaire sur l'étape clé du recueil d'informations post-accident du travail. Et dans un premier temps, nous avons souhaité rappeler les enjeux de la survenue de l'accident du travail pour l'entreprise et ses implications. Donc, ces enjeux sont de plusieurs ordres. En premier lieu, ce sont des enjeux humains et sociaux. Donc, aux troubles physiques et psychologiques des salariés en cause dans les accidents du travail s'ajoutent les problématiques de désinsertion professionnelle, d'inaptitude, de perte d'employabilité, de gain professionnel. Autant de sujets qui auront un retentissement tant sur la vie du salarié que sur celle de l'entreprise et qui elle-même risque de connaître une dégradation de son image et de son climat social. Les enjeux sont également pour l'entreprise économique, puisque l'employeur finance l'indemnisation des accidents du travail survenus dans ces établissements et reconnus comme tels à travers le paiement d'une cotisation accident de travail maladie professionnelle qui est assise sur la masse salariale. Le montant de cette cotisation n'est pas fixe. Il augmente parallèlement à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des accidents du travail et maladies professionnelles reconnus. Outre l'augmentation directe de cette cotisation, l'employeur aura aussi à supporter les coûts indirects et notamment ceux de l'absence, du remplacement, de la formation et de la perte de productivité entraînée par les conséquences de l'accident. Enfin, l'employeur a à sa charge une obligation en matière de sécurité qui peut être invoquée par le salarié au titre de la responsabilité civile. En effet, le salarié pourra solliciter l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'il estime lié à son accident du travail dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Donc, la prise d'information suivant l'accident du travail est une étape clé pour plusieurs raisons. Elle permet d'abord une bonne prise en charge de l'accidenté, une bonne gestion de l'urgence. Elle permet également d'identifier et surtout d'identifier les causes de l'accident du travail et d'identifier les mesures correctives permettant d'éviter des accidents similaires. Elle permet également d'effectuer une déclaration exhaustive et précise des faits auprès des organismes compétents qui seront en charge de reconnaître ou non l'accident du travail. Et elle a également une dimension importante sur le plan managérial. Alors tout à fait, et en fait c'est un point assez intéressant, c'est qu'au-delà effectivement des enjeux qu'on a pu identifier ici, il y a un vrai enjeu vis-à-vis du manager et de la victime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus imaginer qu'un manager ne se préoccupe pas de la victime et notamment ne participe pas au recueil des faits. Imaginez que votre propre manager ne se préoccupe pas de votre accident, dans quel état d'esprit vous allez revenir à votre travail après? C'est-à-dire, qu'aurait-il fallu pour que mon manager s'en préoccupe? Donc, il y a un vrai enjeu de ce côté-là aussi, qui plus est que pour la suite des événements et notamment par rapport aux actions correctives et préventives, le manager sera très certainement partie prenante. Donc, c'est vraiment une personne clé et sur laquelle il faut s'appuyer lors de cet exercice. Donc, vraiment, l'intérêt de cet exercice, il est d'avoir une vision et après, gestion post-accident, mais aussi après une vision en amont. Comment fait-on pour que ceci ne se reproduise pas et qu'on fasse en sorte que les conditions de travail s'améliorent. Donc par rapport au recueil des faits, il y a un but à retenir quand même qui est vraiment de connaître exactement ce qui s'est passé, de le recenser de manière le plus exhaustive possible, de manière objective, sans jugement de valeur et sans interprétation. Ça, ce sont les points clés. Ce qui veut dire que l'exercice vous demande une prise de recul importante, une méthodologie et de la rigueur. Ça ne s'improvise pas. J'ai envie de dire, en plus de ça, vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasions de le faire, en tout cas j'ose l'espérer, je vous le souhaite. Donc c'est vraiment un exercice sur lequel il faut être rigoureux et sur lequel il faut s'appuyer avec des outils. Ne pas hésiter d'ailleurs à se faire des checklists de questions types, des choses comme ça, qui peuvent vous aider le jour J et faire en sorte que l'exercice se fasse correctement et pour vous familiariser aussi avec tout ça.
La prise de photos, l'enregistrement d'un certain nombre d'éléments peut être intéressant, étant donné que vous allez traiter à chaud, si possible, une partie du recueil des faits, et que vous allez revenir dessus à froid, notamment sur la partie prévention, pour derrière développer un plan d'action qui permettra de faire en sorte soit de supprimer le risque, soit au moins de mieux le maîtriser. Donc il est important effectivement de s'outiller et de se préparer à ce genre d'exercice. Alors, l'étape du recueil d'informations qui suit l'accident du travail, en plus de vous permettre de comprendre l'événement et la façon dont il s'est produit, va vous permettre de qualifier cet événement. Plus précisément, de voir si l'événement qui vous est décrit répond ou non à la définition de l'accident du travail. Donc, on vous a rappelé sur le slide que vous visualisez la définition qui est donnée par le Code de la sécurité sociale, qui définit l'accident du travail comme un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Donc, cette définition du Code de la sécurité sociale a été précisée par la jurisprudence, qui a été amenée à préciser les éléments de qualification de l'accident du travail qui ont donné lieu à un contentieux, une contestation abondante, notamment par les employeurs. Donc, tout d'abord, l'accident du travail se caractérise par la survenue d'un fait accidentel. Le fait accidentel est un fait soudain, localisable dans le temps et dans l'espace. Donc, il s'agit d'un fait qui est survenu à un instant T dans un lieu précis. Et donc, le salarié doit être en mesure de décrire cet événement de façon tout aussi précise. La qualification d'accident du travail doit être écartée, notamment lorsque la date d'apparition de la lésion est incertaine et que ce qui est décrit par le salarié semble plutôt résulter d'une exposition prolongée à un risque. C'est ce qui permet finalement de distinguer l'accident de travail de la maladie, le traumatique finalement du pathologique. Donc, le premier exercice va consister à identifier un fait accidentel précis qui est à l'origine d'une lésion survenue au travail. Le second élément de qualification de l'accident du travail va être l'existence d'une lésion, qui soit physique ou psychique, qui résulte du fait accidentel identifié. Cette lésion doit être constatée médicalement, décrite sur un certificat médical initial dans un temps voisin du fait accidentel. La douleur qui est ressentie par un salarié à l'occasion d'un geste habituel de travail ou de la vie courante et qui n'implique pas d'effort particulier ni de mouvement inconfortable peut être la résultante d'une lésion qui existe mais qui n'est pas le fait de l'événement qui est décrit par le salarié. C'est pour cela qu'il est important également de mettre en perspective ces deux éléments de qualification et de les regarder l'un par rapport à l'autre. Donc, le fait accidentel et la lésion, et puis le rapport entre ces deux éléments de qualification. Pour illustrer l'importance en fait de mettre en perspective fait accidentel et lésion, on peut prendre un exemple, notamment celui d'une personne, donc d'un salarié qui effectuerait un geste qui consiste à s'étirer pour attraper un objet en hauteur. Ce geste peut être de nature à entraîner une douleur au travail. Pour autant, si ce même salarié se fait diagnostiquer une hernie discale, eh bien, la douleur au dos peut être liée au mouvement d'étirement. En revanche, il paraît plus discutable que la hernie discale qui est diagnostiquée soit liée à ce geste qui ne semble pas pouvoir entraîner une lésion d'une telle gravité. C'est pour ça qu'il est intéressant de creuser tous ces éléments au moment même du recueil des faits, de bien comprendre le geste qui est décrit par le salarié, de bien comprendre la lésion qui en résulte et de mettre en corrélation ces deux éléments. Nous visualisons maintenant un exemple de déclaration d'accident du travail, ou plutôt deux exemples. Alors, sur la première version, nous avons une description assez vague de l'activité qui est réalisée par le salarié.
Nous avons une déclaration d'accident du travail qui ne permet pas de comprendre la tâche réalisée. La description de l'activité du salarié est trop imprécise. On comprend que le salarié était en train d'effectuer une activité de rangement, mais la description qui en est faite ne précise pas les gestes effectués par le salarié, ne précise pas non plus si le rangement implique la manipulation d'objets, ni même les caractéristiques des objets manipulés. Et on ne sait pas encore si l'activité implique des déplacements du salarié pour déplacer les objets manipulés d'un endroit à un autre. Donc, le recueil d'informations effectué après la survenance de l'accident du travail doit permettre de comprendre et de retranscrire avec précision l'activité du salarié qui précède la survenue de l'événement accidentel. Cette description doit être précise, mentionner les objets manipulés, les outils utilisés. Et la retranscription qui en sera faite dans la déclaration d'accident du travail doit être intelligible pour la caisse qui reçoit la déclaration d'accident du travail. À ce titre, il convient d'éviter d'utiliser des terminologies trop techniques propres à votre activité ou des abréviations. Si vous mentionnez l'utilisation d'un outil que vous êtes amené à citer dans la déclaration d'accident du travail, il conviendra de préciser les caractéristiques de cet outil si cela a un intérêt pour la compréhension de l'événement accidentel. S'agissant de la nature de l'accident qui est décrite dans cette déclaration, il est décrit une douleur ressentie par le salarié à l'épaule. Nous n'avons pas l'indication du fait précis accidentel qui serait à l'origine de cette douleur à l'épaule. On peut se demander si c'est un effort de soulèvement, un choc ou encore un faux mouvement. Ou encore même une lésion préexistante qui se manifeste sans cause extérieure à l'occasion du travail. Donc, cette déclaration, telle qu'elle est établie, ne fournit pas suffisamment d'éléments à la caisse primaire qui en est destinataire pour comprendre très précisément l'événement accidentel et pour pouvoir prendre une décision sur cet événement. Et souvent, ce type de déclarations sont justement la résultante d'événements accidentels pour lesquels le recueil de faits n'a pas été suffisamment travaillé. Dans la seconde proposition de déclaration, la tâche du salarié est ici décrite de façon très précise. Nous avons l'indication du poids de l'objet manipulé, de ses caractéristiques et du geste effectué par le salarié. Nous comprenons que le salarié manipulait une caisse de couvert d'un poids de 5 kg qu'on peut aisément visualiser pour la placer en salle de restauration, donc avec un déplacement du salarié. Et la douleur ressentie ici par le salarié ne semble pas s'être manifestée à l'occasion de l'effort de soulèvement de la caisse, mais au cours de son déplacement, puisqu'il est indiqué que c'est au cours de ce déplacement que le salarié a ressenti la douleur. Donc, les précisions sur les caractéristiques de l'objet, son poids, et sur le moment auquel le salarié ressent sa douleur vont permettre finalement de faire le travail qu'on vient d'aborder, à savoir mettre en perspective le geste décrit avec la douleur qui en résulte. Alors, c'est justement l'intérêt de l'exercice, c'est qu'il est là, effectivement, on le traite par rapport à la déclaration de l'AT, mais vous aurez exactement le même schéma par rapport à l'analyse de l'AT et la mise en place du plan d'action derrière. Donc là, je parle plutôt d'un point de vue préventeur. C'est de se dire aujourd'hui, si j'ai des faits objectifs et assez bien qualifiés, je vais pouvoir trouver les causes racines et je vais être en mesure de mettre la mesure de prévention la plus adaptée par rapport à mon problème. Et du coup, de supprimer le risque ou du moins de mieux le prévenir. Donc vraiment, quand on parle d'un exercice important, là, c'est vraiment un bel exemple. C'est-à-dire quoi, là, on va pouvoir illustrer sur les deux côtés à quel moment, si on fait mal l'exercice, ça va nous poser problème. Par rapport au recueil des faits et les sources d'informations en fait qui peuvent vous être utiles, on va en distinguer deux, les observations et les entretiens. Alors déjà, un point sur les observations, là c'est vraiment entre guillemets la scène telle qu'elle est à chaud. Et il est important de garder l'environnement de travail, le lieu, les machines, les outils, le contexte et comment la victime à un moment donné s'est retrouvée dans cet environnement de travail. Y a-t-il des témoins, l'encadrement, les collègues, tout ça vont être des sources d'informations. Le conseil derrière ça, c'est aussi par exemple de prendre des photos ou des vidéos, de figer un petit peu les choses
de sorte à ce qu'on puisse revenir dessus à froid et qu'on ne perde pas de l'information en ligne. Donc c'est vraiment important de bien observer l'environnement de travail le plus rapidement possible et si possible effectivement de s'outiller avec un appareil photo ou des vidéos pour pouvoir se remémorer un petit peu tout ça. La deuxième partie donc concerne les entretiens. Donc les entretiens, j'ai envie de dire, ça va concerner beaucoup de gens. La victime en premier lieu, forcément, c'est la première personne qui pourra vous fournir de l'information. Alors effectivement, si la victime est prise en charge par les secours et doit être hospitalisée ou partir à l'extérieur, éventuellement faire un recueil à chaud assez rapide sur quelques éléments avec quelques questions assez simples mais qui vous permettent de figer un certain nombre d'éléments. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si votre victime revient 3 semaines après, malheureusement, le souvenir déjà sera différent vis-à-vis de l'accident et on risque d'avoir de la perte d'information. Deuxième chose, donc, les témoins. Donc, les témoins vont être les personnes qui ont vu la scène. Malheureusement, vous n'en avez pas tout le temps, mais ces personnes-là, effectivement, vont vous donner aussi de l'information sur la configuration, sur ce qui s'est passé, et vont vous permettre d'objectiver un petit peu tous les faits relatés. J'insiste bien sur une chose, c'est pas de subjectivité, que des faits objectifs. Autre personne que vous pouvez interroger, la première personne à viser, qui va être celle qui va découvrir la victime, par exemple, et qui va vous donner un état de, effectivement, la victime était placée de telle manière, tel élément était de telle façon, etc. Et va vous permettre, avec les observations, d'illustrer un petit peu les choses. Le manager est aussi une personne que vous pouvez interviewer. Alors pourquoi? Pour savoir effectivement quel est le travail prescrit et le travail réel aussi, et les mettre en perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir le travail prescrit tel qu'il vous est donné, c'est comme ça que l'on doit faire. Et en fait, vous vous rendez compte, en visualisant la scène et en discutant avec les gens, que tout compte fait, on n'est pas du tout dans le travail prescrit, mais dans le travail réel qui est un peu différent. Donc, le manager va aussi vous permettre d'objectiver un certain nombre d'éléments. En plus de ça, il pourra vous dire si la pratique est partagée au sein du collectif ou pas, s'il en a conscience, bien sûr. L'idée étant, voilà, d'avoir vraiment un ensemble de retours d'informations et de pouvoir créer des ponts et des corrélations entre ce que vous dit chacun et de pouvoir, du coup, démêler un petit peu la pelote et savoir quelle est vraiment la réalité et qu'est-ce qui s'est passé effectivement le jour de l'accident. Il en va de même pour les collègues, un dernier point, qui pour moi est aussi une source importante. Alors, d'un point de vue préventeur, c'est extrêmement important, parce que ça va me permettre de savoir effectivement si on est dans une mauvaise pratique partagée, ou si là, pour le coup, c'est simplement la victime qui avait fait ce choix-là, de chanter par exemple cette sécurité, parce que malheureusement, elle n'avait pas la bonne pratique avec. Alors, sur le recueil d'informations auprès des témoins éventuels, de l'encadrement et des collègues de travail, dans un premier temps, je voudrais vous donner un éclairage sur la notion de témoin, en tout cas du point de vue de la déclaration de l'accident du travail auprès des organismes. Ce que l'on entend dans la déclaration d'accident du travail par témoin, c'est le témoin, c'est la personne en fait qui est témoin oculaire de l'accident, donc qui est capable de le décrire de façon précise. Cette notion de témoin est à distinguer de celle qui est présente également dans la déclaration d'accident du travail, qui est celle de la première personne avisée. Pour illustrer cette distinction, on peut prendre le cas d'un salarié qui est retrouvé au sol suite à une chute par l'un de ses collègues de travail. Le collègue qui retrouve son collègue au sol est témoin ou constate en tout cas les conséquences d'une chute ou d'un accident. En revanche, il n'est pas témoin du déroulement de la chute et donc de l'accident. Donc, ce n'est pas une personne qui peut être considérée comme un témoin et donc elle ne doit pas être citée en tant que telle dans la déclaration d'accident du travail. De la même façon, pour les cas fréquents de déclaration de douleur survenue à l'occasion d'un geste de travail, il se peut que le salarié indique qu'au moment où la douleur s'est manifestée, des collègues aient pu être présents dans l'environnement de travail. Pour autant, en cas de douleur déclarée sans cause traumatique extérieure et visible comme un choc ou une chute, les personnes qui se trouvent autour sont témoins tout au plus du geste qui est décrit par le salarié et qui est mis en cause comme étant à l'origine de sa douleur. Ils peuvent aussi être témoins de l'expression par le salarié de la douleur. En revanche, ils ne peuvent pas attester de la réalité de l'existence de cette douleur. Donc,
ils ne seront pas des témoins d'un accident, puisque par définition, il n'y a pas d'accident, d'événement accidentel de cause extérieure visible. Il y a simplement la manifestation d'une douleur par le salarié. Donc, pour bien comprendre les choses, il serait important d'interroger un maximum de personnes, donc les témoins éventuels, les collègues qui étaient auprès du salarié avant l'événement accidentel ou après l'événement accidentel. Il peut être intéressant d'interroger les personnes qui ne sont pas directement témoins, mais qui ont constaté directement la configuration, enfin qui sont en mesure de décrire la configuration des lieux après l'accident du travail. Donc, si on a par exemple un salarié qui nous déclare avoir chuté sur des objets encombrants qui se trouvaient au sol, il peut être intéressant de demander aux personnes qui se trouvaient à proximité si elles ont constaté après l'accident des objets qui justement figuraient à l'endroit qui était décrit par le salarié. Et puis enfin, dernière bonne pratique, ça va être celle de confronter également les différentes déclarations et informations qui sont données par les différentes personnes interrogées, qu'elles soient témoins ou personnes présentes sur les lieux après l'accident, pour révéler notamment des éléments qui seraient à clarifier. Donc, ça va permettre de mettre en évidence des points à clarifier et de souligner des discordances au moment de la déclaration, notamment auprès de l'organisme de sécurité sociale. Et dans ce cas, il peut être utile de recueillir des attestations de témoignages pour appuyer finalement les informations qui sont communiquées. Du coup, par rapport aux observations de l'environnement de travail, c'est un point assez critique par rapport au travail du préventeur, étant donné que les actions correctives derrière vont dépendre des causes racines. Donc l'environnement de travail, pour le coup, est hyper intéressant et est un point clé lors de l'étape, lors de l'exercice, pour pouvoir savoir, ben voilà, est-ce que ça a eu une influence ou pas sur l'accident. Les données doivent être objectives et chiffrées et le plus complètes possible pour pouvoir bien déterminer donc les causes racines et alimenter votre plan d'action avec des actions qui vont être d'ordre humain, de la formation, de la sensibilisation, des sanctions éventuellement, organisationnelles, la mise en place d'audits pour contrôler comme quoi le travail est bien fait par rapport au travail prescrit, de nouvelles méthodes de travail, une définition de nouvelles méthodes de travail ou d'organisation, ou alors des mesures de prévention plutôt techniques, des nouveaux EPI, la mise en place de sécurité active ou passive, la mise en place de nouveaux outils. Faut pas perdre de vue une chose, c'est que l'accident, c'est l'événement qui illustre un manque de maîtrise du risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un manque de maîtrise du risque qui a provoqué l'accident et qui a eu des conséquences vis-à-vis de la victime. C'est donc une occasion assez unique pour mettre en place les nouvelles choses, se poser la question sur où sont nos bugs, où sont nos couacs, voir où est-ce qu'on a eu carrément une lacune et pouvoir mieux maîtriser son risque, voire le but étant de le supprimer si possible. Donc ça, c'est vraiment l'exercice vis-à-vis de l'environnement de travail qui est intéressant à faire. Alors, du coup, pour la retranscription des circonstances de l'accident du travail, l'observation de l'environnement après l'accident peut être intéressante pour compléter les informations qui sont données par le salarié. Donc, notamment quand l'accident met en cause un objet manipulé, il peut être intéressant de s'interroger sur le poids de cet objet, sur ses caractéristiques. Cela va permettre également de comprendre si la lésion, la douleur qui est déclarée est bien corrélée avec l'effort qui a été nécessité par le soulèvement de cet objet. Il peut être aussi intéressant de s'intéresser aux outils dont disposait le salarié pour réaliser la tâche qui lui incombait. De savoir si le salarié n'a pas utilisé ces outils, pour quelles raisons il ne l'a pas utilisé. Donc, les raisons de la non-utilisation d'un outil qui était mis à disposition du salarié, notamment d'un outil d'aide à la manutention, va avoir un double intérêt. Donc, ça va avoir l'intérêt d'identifier la cause, va permettre aussi de mettre en place des actions correctives pour que le matériel soit utilisé et donc pour réduire le risque qui est à l'origine de l'accident. Mais ça va aussi révéler quelque part une incohérence dans les circonstances qui sont décrites par le salarié dans sa description de l'événement.
Observer également les équipements de protection individuelle et les différents outils utilisés pour voir s'ils présentent des traces suite à l'accident qui est décrit, notamment quand l'accident décrit n'a pas pu avoir lieu sans que finalement il n'ait occasionné un endommagement visible finalement de ces EPI ou du matériel utilisé, va pouvoir permettre aussi de vérifier la cohérence des explications données par le salarié. Donc, je vais prendre un exemple qui est assez caricatural, mais qui aura au moins le mérite d'être clair. C'est celui d'un salarié qui indique avoir été victime d'un accident du travail et à l'occasion duquel il portait ces EPI. Mais à l'observation de ces EPI, on se rend compte finalement que ceux-ci ne présentent aucune trace de l'accident, alors que compte tenu de l'accident décrit, elles auraient dû en présenter. Donc ça nous dit deux choses finalement, ou plutôt l'une ou l'autre, à savoir est-ce que il portait vraiment ces EPI, ça c'est la première question, ou alors est-ce que l'accident s'est vraiment produit de la façon dans laquelle, qui est décrite par le salarié. Ce qui est intéressant là, c'est que vous allez pouvoir creuser derrière d'un point de vue prévention sur le pourquoi, hein. Pourquoi ce non-port des EPI? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est parce que non adapté? Enfin, il y a plein de choses là. Exactement. Alors, juste une précision sur ce point du non-port des EPI, puisque souvent, on est interrogé sur l'utilité, l'efficacité de mentionner le non-port des EPI pour remettre en cause finalement la qualification de l'accident du travail ou sa reconnaissance par la caisse primaire ou l'organisme de sécurité sociale. Le fait pour un salarié de ne pas porter ses EPI en dépit des consignes qui ont été données ne constitue pas un élément susceptible d'exclure la reconnaissance de l'accident du travail. Voilà. Du coup, on vous propose de passer sur 2 études de cas issues de cas réels, hein, qui sont traités au sein des MIG et de pouvoir illustrer un petit peu tout ça. Alors, dans le premier cas, nous avons le cas d'un salarié qui est magasinier, qui déclare s'être baissé pour ramasser un carton, qui, en se relevant, aurait heurté un carton avec son épaule droite, puis un second carton lui serait tombé sur cette même épaule. Donc, quelques éléments de contexte. Donc, le jour de l'accident ou de l'événement décrit par ce salarié, celui-ci avait pour mission de mettre en rayon des produits. 2 salariés étaient sur cette journée affectés à cette tâche de mise en rayon, l'un le matin et notre salarié accidenté l'après-midi. Donc, pour illustrer les bonnes pratiques qu'on vous a données donc tout au long du webinaire, donc nous vous préconisons d'interroger le salarié lui-même et les témoins éventuels. Donc ici, le salarié est interrogé et la déclaration qui en résulte est celle que je viens de vous présenter. Il n'est en mesure de citer aucun témoin oculaire de l'accident. Ici, en creusant un peu, on peut se demander si cette absence de témoin est légitime, est logique, puisque la mise en rayon se fait dans un magasin en pleine journée, en présence à un moment qui est fréquenté par les clients et à un endroit où finalement le salarié est entouré de ses collègues de travail. Et donc, dans ce cas, nous n'avons personne n'a constaté d'événement anormal, donc ni entendu de bruit, ni constaté de carton au sol. Il peut être intéressant de procéder à une reconstitution des faits. Donc dans ce cas-là, la reconstitution qui a été faite donc par des personnes membres du CHSCT, donc bien il me semble puisque ce sont des personnes qui sont relativement neutres par rapport qui vont avoir une vision plus objective finalement de l'événement qui est décrit. Donc l'enquête en fait a été effectuée par reconstitution. Donc ces personnes ont tenté de pousser le carton dans la façon qui est décrite par le salarié lui-même et systématiquement le carton chute donc vers l'arrière et nous en avant comme indiqué par le salarié qui indique que le salarié que le carton lui serait tombé sur l'épaule. Donc, il peut être également intéressant de peser les cartons
qui était entreposé, de vérifier l'entreposage, de voir s'il y avait un problème de déséquilibre des cartons, si ceux-ci étaient accessibles ou pas. Donc, évidemment, si ce point de vérification du poids, de la configuration, de l'équilibrage, de l'accessibilité des objets manipulés est intéressante pour plusieurs raisons. C'est déjà d'identifier si l'accident a bien pu se produire dans les circonstances qui sont décrites, et puis également d'identifier finalement des facteurs de risque qui ont finalement entraîné cet accident. Je mets juste un tout petit bémol par rapport à la reconstitution des faits. Attention quand même à l'expérimentation du risque. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est fait mal dans ces conditions et qu'on crée les conditions, potentiellement on crée un nouvel accident. Donc attention quand même avec ça, à pas tomber non plus sur un second accident lorsque vous faites une reconstitution des faits. Et un autre point aussi qui est intéressant, qui a été mis en avant, c'est par rapport à l'implication du CHSCT. Aujourd'hui, c'est dans leur rôle et mission, et effectivement, le regard qu'ils vont porter, eux, sur l'analyse de l'accident est assez neutre, et du coup aussi peut permettre à un moment donné d'aller plus loin dans la réflexion et d'aller plus loin dans le plan d'action. Le dernier point qui est important, notamment dans ce cas, qui illustre bien, c'est d'interroger les collègues de travail qui se trouvent à un moment donné dans les mêmes conditions, dans la même configuration de travail que le salarié accidenté. Donc là, en l'occurrence, on avait deux personnes qui intervenaient sur la même journée sur une même tâche, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Donc en interrogeant la personne qui était en charge de cette tâche le matin, cette personne a pu donner des indications sur les palettes qui restaient en fait à entreposer, voilà, qui n'excédaient pas la taille d'1,20 m. Et la personne a également confirmé que lorsqu'elle a fini d'effectuer sa tâche le matin, aucune pile laissée ne présentait de défaillance d'équilibre. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, la conclusion, entre guillemets, peut remettre un petit peu en cause la version de la victime. Il n'empêche que le fait d'avoir interrogé le collègue de travail va permettre de mettre en avant, par exemple, dans ce cas-là, effectivement, la mise en cause, en tout cas, de la version de la victime, mais aussi peut permettre de mettre en avant que cette situation est une situation normale. À l'inverse, si le collègue avait dit, oui, moi, tous les matins, effectivement, je suis obligé d'éviter ce fameux carton qui tombe, ça aurait pu être intéressant. Donc du coup, ça aurait pu mettre en avant le fait que la situation était complètement dégradée et qu'en fait là, l'accident n'est qu'une illustration en fait concrète avec une victime d'une situation de travail normale dans les conditions normales et que vivent l'ensemble des salariés qui sont à ce poste-là. Deuxième étude de cas. Dans ce deuxième cas, il s'agissait d'une salariée qui exerce la fonction commerciale. Elle déclare avoir trébuché sur un pas de porte alors qu'elle transportait manuellement une machine dont elle voulait faire la démonstration à l'un de ses clients. Et le mouvement, en fait, le fait d'avoir trébuché sur le pas de porte, visiblement aurait entraîné une douleur lombaire. Donc dans ce cas également, il n'y a aucun témoin oculaire de l'accident qui est cité par la salariée qui déclare l'accident. Pourtant, une fois encore, on peut se demander si cette absence de témoin est logique compte tenu de la configuration de l'événement. Donc, il faut juste rappeler que la salariée se trouve chez un client et ce qui nous paraissait étonnant sur ce cas, c'est qu'elle ait pu se déplacer dans les locaux du client sans être accompagnée. Mais bon, alors c'est pas nécessairement, c'est pas complètement impossible, mais la question mérite d'être posée. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça peut même pas être un élément qui a pu perturber son déplacement, le fait d'être désorientée dans un endroit qu'elle connaissait pas, où elle n'était pas accompagnée. Donc, des deux points de vue sur finalement la validation de la version de la salariée étant sur les causes de l'accident, c'est intéressant de se poser ce genre de questions. Ensuite, dans la description qui est faite par la salariée, on n'arrive pas vraiment à identifier quel est le geste précis qui est à l'origine de sa douleur lombaire. Est-ce que c'est l'effort de manutention, de portage finalement de la machine, ou est-ce que c'est le fait d'avoir trébuché sur le pas de porte et le faux mouvement? Elle ne le décrit pas précisément et le recueil de faits ici n'a pas été suffisamment creusé pour le savoir. On peut s'intéresser au poids de l'objet, au poids de la machine manipulée, pour voir si s'il est plausible que ce soit cet effort de manutention qui a entraîné la douleur lombaire, notamment.
Autres points qui peuvent être creusés sur cet accident, c'est de connaître les moyens qui étaient mis à disposition de cette salariée pour effectuer le déplacement de la machine chez le client. Et aussi quelles étaient les consignes pour ce déplacement. Donc, pour ce cas qui est un cas un cas qui s'est déjà présenté, en fait, en creusant ces questions, on se rend compte que cette personne avait à sa disposition un outil d'aide à la manutention qui était disponible pour elle puisqu'elle le transportait dans son coffre de véhicule et que donc elle ne l'a pas utilisé. Elle a délibérément décidé d'effectuer la manutention manuelle de cette machine. Elle avait pourtant été formée à l'utilisation de cet outil et les consignes consistaient clairement à utiliser cet outil, voire à éviter complètement la manutention puisqu'elle disposait de la possibilité de faire une présentation virtuelle du fonctionnement de la machine, ce qu'elle n'a pas fait non plus. Donc il est intéressant ici de s'interroger sur les raisons qui l'ont amené, un, à ne pas utiliser l'outil qui était mis à sa disposition, deux, à ne pas opter pour la démonstration virtuelle de la machine, tant pour vérifier la cohérence des explications qui sont données par la salariée que pour identifier les causes qui ont abouti à l'accident et pour les traiter justement de façon corrective, de la prévention plutôt. Et c'est là où ça devient intéressant pour notre part, c'est de se dire, effectivement, elle a un outil à sa disposition dans son coffre, elle ne l'utilise pas, pourquoi? La configuration chez le client fait que tout compte fait, il n'est pas utilisable. Bon, première possibilité. Deuxième possibilité, on lui a jamais montré comment utiliser l'outil. Elle pense que c'est assez compliqué et du coup préfère ne pas se lancer. Peut-être un manque d'accompagnement. Troisième possibilité, il me faut plus de 10 minutes pour sortir l'outil de la voiture, le mettre mon carton dessus, l'amener chez le client. Une fois que je dépose mon carton chez le client, je ne sais pas quoi faire de mon outil d'aide à la manutention. Bon, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, donc je préfère pas l'utiliser. En fait, en allant creuser toutes ces questions, vous allez tomber sur des actions derrière à mettre en œuvre qui sont totalement différentes, que ce soit sur de l'accompagnement ou du repassage de consignes, ou alors une meilleure adaptation de l'outil qui, pour le coup, est peut-être pas adapté. Donc, c'est toujours intéressant, en fait, d'aller creuser ces questions-là. Un autre point concernant cette étude de cas, d'un point de vue du client là, qui a eu une victime quand même, alors certes qui n'est pas son salarié, donc ça intéresse moins par rapport à la partie déclarative, mais d'un point de vue préventeur, c'est quand même assez intéressant, c'est de se dire aujourd'hui on a accueilli quelqu'un qui s'est blessé chez nous, qu'est-ce qu'on fait demain pour que ça n'arrive plus? Et du coup, ce client est partie prenante aussi dans la résolution du problème. Alors après, je veux dire, dans un monde parfait, on pourrait se dire que le client et l'entreprise de la victime vont travailler ensemble pour faire en sorte de monter un plan d'action, ce qui ne sera jamais le cas. Mais à minima, se poser la question, se dire, OK, on se préoccupe de nos salariés au sein de notre entreprise. Qu'en est-il des salariés d'entreprises extérieures ou commerciaux ou personnes qui font que passer au sein de nos locaux pour justement prévenir les risques et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, ça mérite d'être mis en perspective également. Eh bien, on en a fini avec la présentation de ces quelques cas et ces quelques bonnes pratiques qui ne sont pas exhaustives, hein. Alors, un nouveau module sera disponible pour ceux qui souhaitent en savoir plus et puis avoir des outils justement pour effectuer un bon recueil des faits suite à un événement accidentel, donc à compter du 15 novembre. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions qui ont été posées sur la plateforme pour y répondre. Pour les questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter directement ici, on va bien sûr revenir vers chacun d'entre vous pour vous apporter une réponse en vous recontactant. Donc, une première question qui nous a été posée par un auditeur ou une auditrice, c'est de savoir s'il existe des listes de questions types à poser aux salariés ou aux témoins. Alors, oui, il peut exister effectivement des listes de questions types à poser aux salariés ou aux témoins, dont certaines seront communes à tous les événements accidentels et qui vont permettre de comprendre de façon assez précise ce qui s'est passé, d'avoir une compréhension de l'accident. Toutefois, ces listes vont être différentes en fonction de l'événement qui est en cause. C'est-à-dire que si on est sur un accident qui implique de la manutention, on va s'intéresser à l'objet. Si en revanche, on est sur un malaise qui est
complètement autre typologie d'accident, on va avoir une autre liste de questions. Donc, il n'y a pas une liste, il y a autant finalement de listes possibles que d'accidents. Donc, il faut, je pense, avoir l'exhaustivité des questions à poser, surtout une méthode de questionnement qui s'acquiert aussi avec l'expérience. Notamment. Tout à fait. Et donc. Mais au-delà de la liste, effectivement, alors qui peut exister, effectivement, comme l'a dit Daniela, on peut avoir quelques questions qui reviendront de manière récurrente. C'est surtout la méthode, et on va insister vraiment là-dessus, c'est la prise de recul et le fait d'objectiver les choses qui vont permettre à un moment donné d'aller au fond. Donc au-delà, j'ai envie de dire, des questions que vous allez poser, c'est plus la manière dont vous allez faire qui va importer. Voilà, je sais Tu veux pas que je si lise la on a question? répondu. Bah oui. Allez, je lis une seconde question du coup. Donc, en tant qu'employeur, nous n'avons pas à préjuger du lien entre un événement et une douleur. Tout cela est médical. Alors, tout à fait. En fait, ce n'est pas à l'employeur de se faire juge du lien entre une lésion décrite par un salarié et un événement décrit par le salarié. En revanche, il appartient à l'employeur de donner une description suffisamment précise de l'événement à la caisse primaire qui, elle, se fera juge de ce lien. La caisse primaire va solliciter dans les cas où il y a un doute sur ce lien entre l'événement accidentel et la lésion, elle va solliciter son médecin conseil qui va pouvoir se prononcer. Mais elle ne pourra se prononcer que si vous faites, vous en tant qu'employeur dans votre déclaration, une description suffisamment précise de l'événement, avec le poids de l'objet, l'amplitude nécessitée par le geste effectué par le salarié et tout ce qu'on a vu dans le cadre du webinaire et encore bien d'autres choses. Donc vraiment, finalement, votre travail va consister à lui donner un maximum d'éléments de compréhension pour qu'elle puisse prendre une décision qui soit juste. Une nouvelle question. Si une personne dispose d'un outil d'aide à la manutention et ne s'en sert pas, l'AT peut ne pas être reconnu par la CPM. En est-il de même, pour le non-port des EPI? Alors, justement, en fait, le simple fait qu'une personne, donc comme dans le cas de la salariée que nous avons vu en fin de webinaire, donc salarié qui n'utilise pas l'outil d'aide à la manutention et qui se blesse, eh bien, il n'empêche, même si elle n'a pas utilisé l'outil d'aide à la manutention et en dépit des consignes qui lui étaient données, elle s'est quand même blessée. Elle s'est quand même blessée à l'occasion par le fait du travail, donc dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, la définition d'accident du travail, les éléments de qualification sont réunis. Donc, il s'agit bien là d'un accident du travail. Le seul fait qu'elle n'utilise pas un outil d'aide à la manutention, qu'elle ne porte pas ses EPI, n'est pas de nature à écarter la reconnaissance de l'accident du travail. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut être mis en avant dans la déclaration à la caisse pour amener la caisse à s'interroger, au même titre que nous, on s'interroge finalement, sur les raisons qui ont conduit le ou la salariée à ne pas porter ses EPI, à ne pas utiliser l'outil d'aide à la manutention et sur la cohérence finalement de l'explication que fait le salarié de l'événement qui s'est produit. Et c'est là où je rebondis, c'est de se dire aujourd'hui pourquoi mon salarié ne porte pas ses EPI et l'action, est-ce qu'elle porte sur une sanction vis-à-vis de ça? Parce qu'à un moment donné, ça va être dans la balance aussi. C'est de se dire aujourd'hui j'ai mis à disposition, j'ai formé, j'ai informé, les personnes continuent à ne pas porter, quelle est l'action suivante? La sanction, alors même si ça reste, j'ai envie de dire, une des dernières choses à mettre en œuvre, hein, mais en tout cas, elle peut être mise dans la balance, effectivement. Nouvelle question, un arbre des causes permet-il de recueillir l'ensemble des faits nécessaires à une DAT? Alors pour moi, oui. Je laisserai Daniela répondre également. Pour moi, oui. Le seul problème, c'est que votre arbre des causes, vous allez mettre quand même un certain temps à le mettre en œuvre, parce que derrière, vous allez déjà recueillir les faits, les analyser, revenir à froid dessus, éventuellement avoir un groupe de travail, parce qu'un arbre des causes seul, autant vous dire que vous attaquez quand même à une montagne, donc vous allez certainement avoir un membre du CHSCT, éventuellement le manager de la victime, voire d'autres personnes qui pourraient être utiles lors de cet exercice-là. Votre DAT, il faudra qu'elle soit partie quand même avant. Alors, la réponse est oui. Après, si vous êtes en mesure de faire un arbre des causes en moins de 24 heures, là, effectivement, vous ferez le job dans sa globalité en une seule fois. C'est pas mal.
Après, il peut y avoir un premier recueil des faits qui soit un peu plus léger, on va dire, qui soit fait pour la déclaration d'accident du travail, qui n'ait pas vocation à rechercher les causes racines de l'accident, mais qui ait vocation juste à donner des éléments très précis, objectifs, et ne donner que les éléments vérifiables à la caisse primaire, quitte à revenir derrière auprès de la caisse primaire en lui donnant un complément d'information quand vous aurez effectué votre enquête et votre arbre des causes. Ça peut se faire aussi en deux temps. Alors, autre question, donc nous disposons de 48 heures pour faire la déclaration d'accident du travail et il arrive que le délai d'investigation puisse être plus long. Comment faire? Alors, on a partiellement répondu à cette question puisque effectivement, ce qu'on vous préconise, c'est bien sûr de respecter votre délai réglementaire et de déclarer dans les 48 heures puisque des sanctions sont associées, de donner un maximum d'informations avec des informations précises et de n'indiquer que ce qui est objectif et vérifiable au stade de la déclaration d'accident du travail. Vous pouvez, au moment où vous adressez votre déclaration, adresser un courrier complémentaire à la caisse primaire pour lui demander d'attendre avant de prendre sa décision, que vous puissiez revenir vers elle avec un certain nombre d'informations complémentaires après l'enquête. Et bien évidemment, il faudra là être très réactif sur le délai dans lequel vous revenez vers la caisse primaire, puisqu'elle pourra, en dépit de cette information, prendre en charge très rapidement l'accident. Donc là, encore une fois, même si vous comptez revenir vers la caisse de façon complémentaire au-delà de la déclaration, il faudra être toujours là très réactif. Ouais. Et puis, et par rapport au délai d'investigation, alors effectivement, si vous avez un groupe de travail, la procédure peut être longue et vous n'allez pas forcément réunir les gens immédiatement après l'accident. J'ai quand même envie de vous dire, le plus rapide est le mieux pour avoir le moins de pertes possible et surtout aussi montrer que c'est un événement qui nous préoccupe, qui à un moment donné justifie peut-être qu'on arrête la production, parce que c'est ça aussi, hein, à un moment donné l'investigation, et qui montre que effectivement là on a eu un couac, il y a eu un risque, il y a eu un accident, une victime est là, et du coup ça mérite qu'on prenne le temps immédiat et qu'on marque le coup en fait, qu'on fasse vraiment un événement, qu'on marque le coup et qu'on fasse cette investigation. Donc effectivement les 48 heures c'est pas forcément évident. Pour l'avoir vécu dans une autre vie, nous on essayait de les passer en 48 heures. Bon, force est de constater qu'on était à peine 60% de nos analyses qui se faisaient dans les 48 heures, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, ça demande de la rigueur et ça demande aussi que tout le monde soit convaincu que c'est un événement et que ça mérite d'y passer du temps tout de suite et de se dire, il n'y a rien de plus important maintenant que de faire cette investigation-là. Alors du coup, on a pris quelques questions et puis le webinaire va toucher à sa fin. On a bien évidemment l'ensemble des questions qui ont été posées. On va revenir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vers chacun d'entre vous afin de vous apporter une réponse et éventuellement de recueillir peut-être vos besoins sur la question justement du recueil des faits. Et puis pour ceux qui souhaitent des informations complémentaires sur cette thématique ou pouvoir être recontactés par un de nos experts, vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Donc pour toute question, besoin relatif à cette thématique et éventuellement pour justement avoir plus d'informations sur la formation qui va être mise à votre disposition. Merci beaucoup, bon après-midi.